c'est parti! J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo décryptage. On est toujours dans notre série des analyses de marques de mode qui appartiennent à des personnalités publiques. Jusqu'à maintenant, dans cette catégorie, on a analysé la marque Hôtel Mafouf de Lena Mafouf, la marque Vrai du chanteur Vianney, la marque TSE Athletics de Sissi Mua et la marque Honest Mind de Enjoy Phoenix. Si ça vous dit de les retrouver, tout est là-dessous en barre d'infos. Je suis allée jeter un œil à vos commentaires pour savoir quelle marque analyser aujourd'hui, donc à nouveau, n'hésitez pas à me donner des idées. J'en ai encore 2-3 sous le coude, mais pour les prochaines fois, ça pourra servir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos décryptage et qui ne sont pas abonnées. Donc voilà, sachez que ça soutient mon travail et puis ça fait plaisir quand même. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser la marque Galeia de Noolita. Les vidéos décryptage, elles sont avant tout là pour qu'on se pose des questions sur l'industrie de la mode et sur les efforts qu'il faudrait que les marques fassent, à la fois d'un point de vue éthique, donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens qui souffrent à un moment donné sur la chaîne de production, et environnemental. Donc est-ce que on a fabriqué ça n'importe comment à l'autre bout de la terre? Est-ce que il y a des polluants qui ont terminé dans les sols, dans les eaux? L'industrie de la mode, on le sait aujourd'hui, c'est l'une des industries les plus polluantes du monde. Et donc il est temps que les marques fassent des efforts et il est temps que nous, consommateurs, on sache repérer un petit peu celles qui essayent d'en faire le plus. Et ces vidéos décryptage, elles servent aussi, voire surtout, à établir une caisse à outils, des petits instruments, des petites connaissances dont on aurait besoin pour réussir à décrypter le discours des marques, parce que bien souvent, les marques vont utiliser tout un tas de mots et de discours qui vont être en réalité trompeurs, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, et j'espère que vous retirez de chaque vidéo décryptage peut-être une ou deux petites connaissances à mettre dans votre caisse à outils pour ensuite pouvoir mieux choisir. On a presque fait 30 vidéos décryptage sur cette chaîne, donc je peux vous dire que des infos, vous pouvez en trouver. Elles sont toutes listées là dans la barre d'infos, mais sinon j'ai une playlist décryptage, donc si vous voulez trouver le décryptage de telle ou telle marque, mais même de toute façon, même si vous ne connaissez pas la marque ou même si elle ne vous intéresse pas, il y a toujours en fait à l'intérieur plein de petites infos, plein de petites choses que vous pouvez récupérer ensuite pour vous en servir plus tard. Et c'est surtout ça le principe, c'est apprendre des trucs et se poser des questions ensemble, c'est-à-dire voilà, la marque nous dit ça, qu'est-ce qu'on peut se demander? Et cette série des marques de mode qui appartiennent à des personnalités publiques que j'ai démarré au tout début de l'année, elle est avant tout là pour remettre l'accent sur la responsabilité de ces personnalités publiques qui sont suivies par beaucoup de monde et qui influencent bien souvent. Et donc si ces personnes-là font des efforts, si elles communiquent sur des choses importantes, si elles choisissent d'orienter leur choix de production vers quelque chose de plus vertueux, qui va avoir un impact beaucoup plus positif, et bien nécessairement ça va influencer aussi tout un tas de comportements des gens qui les suivent. C'est aussi que ces personnes qui ont beaucoup d'influence, elles ont aussi une facilité plus grande qu'un individu lambda dans son petit coin, d'avoir un réseau, de côtoyer des gens du secteur de la mode qui potentiellement savent déjà, connaissent les enjeux et savent mieux orienter sur les chaînes de production par exemple, mieux orienter vers certaines filières qui sont plus sûres, plus transparentes. Et ce sont aussi des personnes qui, de base, ont déjà un pécule financier plus important qu'une personne lambda, qu'une personne moyenne, et qui donc ont moins d'excuses quelque part pour faire des choix un petit peu au rabais. Le but c'est vraiment pas de lancer la pierre, vous le savez, ici c'est la bienveillance qui est le maître mot, c'est davantage de peut-être questionner certains choix et peut-être du coup de les mettre aussi sur le devant de la scène. Il y a d'ailleurs quelque chose qui est intéressant avec la marque qu'on va analyser là, et notamment la personne qui la détient, même si j'ai pas encore regardé qui détient quoi, mais en tout cas la personne qui la porte sur le devant de la scène, c'est Noolita, son prénom c'est Camille. Il y a quelque chose d'intéressant justement sur ce sujet avec elle, c'est qu'il y a quelques années, elle est passée dans un reportage qui dénonçait la fast fashion et notamment la surconsommation. Je crois que c'était un reportage Arte. En tout cas, enfin c'est un reportage que j'ai vu. C'était quoi? Peut-être les dessous de la mode ou quelque chose comme ça. Un reportage qui était d'ailleurs très chouette. Et donc Camille intervenait. Et je ne sais pas si elle avait totalement saisi sur quoi allait être le reportage, quel allait être le sujet abordé, puisqu'en fait elle intervenait pour représenter un petit peu une sorte de caricature de
la personne qui surconsomme à foison et qui ne se pose absolument aucune question sur l'impact que ça pourrait avoir et qui voit juste, elle, plutôt l'impact positif que ça a dans sa vie, de pouvoir changer, tenter plus de vêtements et que en même temps, voilà, que ça représente pas un budget colossal parce que c'est des vêtements qui coûtent pas cher. C'était vraiment pas un reportage qui montrait une image positive d'elle, clairement. Selon moi, ça montrait au contraire qu'elle n'avait absolument aucune idée réellement de l'impact à la fois écologique et social que son comportement pouvait avoir. Pour moi, ça montrait davantage ça, parce que en fait, à aucun moment tu peux accepter d'apparaître dans un reportage sur la surconsommation en souhaitant défendre ce comportement-là, en expliquant pourquoi c'est bien, tout en sachant en fait l'impact que ça a. À mon avis, en fait, ça démontrait simplement la méconnaissance et de tous les enjeux, et mes méconnaissances c'est pas parce qu'elle est plus stupide que quelqu'un d'autre, c'est tout simplement. Et je pense d'ailleurs que moi en tout cas, j'ai été aussi dans ce brouillard total. Hein. Je sais très bien qu'à un moment donné, j'ai pensé comme Camille, c'est-à-dire sans savoir l'impact de l'industrie de la mode, sans connaître. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule, et je suis sûre que peut-être que vous aussi, vous avez été à un moment donné dans la méconnaissance totale, juste dans l'opacité totale, mais parce que cette opacité, elle est simplement entretenue et même inventée, imaginée par l'industrie de la mode pour vendre. C'est évidemment un choix de l'industrie de la mode d'avoir mis un immense rideau opaque entre le vêtement qu'on va trouver en magasin, qui est tout beau, tout neuf, posé sur son cintre, et toute la chaîne de production qu'il y a derrière avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tous les impacts à la fois sur les gens qui travaillent bien souvent à l'autre bout du monde, mais pas toujours, hein. Il y a des gens qui travaillent dans des caves sans papier à Paris, ça existe aussi, et surtout les ravages environnementaux qu'il peut y avoir tout au long de la chaîne et à tellement de niveaux. Enfin, aujourd'hui, voilà, nous on est passé de l'autre côté de la barrière, on est du côté des gens qui savent, et du coup maintenant en plus, à partir du moment où on sait, on accepte d'en savoir encore plus, donc notre savoir et nos connaissances ne font que s'agrandir, mais ça marche toujours pareil, hein. C'est le système des œillères, c'est comme ça que ça marche, le cerveau. Mais avant ça, avant d'avoir mis un petit pied dans l'engrenage, c'est opaque. Et ça, c'est entretenu par toute l'industrie de la mode, par les marques qui ne sont que paillettes, fast, podium, etc. Donc voilà, la pauvre Camille, elle s'était retrouvée dans ce reportage-là qui clairement ne montrait pas une image positive d'elle, mais moi je trouve que ça rappelle simplement que de 1, les influenceurs sont des personnes normales, ce sont des humains qui ont, parce que ce sont des humains, des défauts, et évidemment, ils sont pas omniscients, ils peuvent pas tout savoir. Et là, ce qui était décrit là, finalement, cette volonté de surconsommation et d'acheter des vêtements le moins cher possible, en fait, ça dénote ce que pense la majorité des gens et des Français, parce que sinon l'industrie de la mode ne serait pas si puissante. On ne permettrait plus que des marques aussi puissantes écrasent tout sur leur passage de la façon dont elles le font. Ça ne fonctionnerait pas, en fait, s'il n'y avait pas encore une majorité de gens qui ne voyaient pas ce qu'il faut voir. Et tout ça, c'est entretenu par le marketing, par les communications, et c'est pour ça que les vidéos décryptage sont là, c'est pour casser un petit peu tout ce monde de paillettes, et qu'on regarde en fait finalement, très objectivement, très concrètement, comment ça se traduit, et du coup, qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes. Et donc quelque part, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que parce que ces marques sont tenues par des personnalités publiques, en fait, il suffit simplement que cette personnalité publique-là ne soit pas au fait des enjeux, n'ait pas vraiment été secouée par la réalité, pour tout simplement ne pas donner une orientation éthique et responsable à sa marque. En fait, il suffit simplement de ça. Ça paraît tout con, mais ça peut juste être ça. C'est pas le cas de Camille, je pense, parce que ce reportage a eu, à mon avis, un peu l'effet d'un électrochoc pour elle, parce qu'évidemment, je suppose qu'elle s'est pris une vague de haine à la suite de ça. Et je pense que ça a dû aussi ouvrir un peu une brèche, justement, un peu le pied dans l'engrenage dont je parlais tout à l'heure, qui lui a permis peut-être d'avoir accès à ce qu'il y a derrière le rideau, et du coup potentiellement de chercher des solutions un petit peu plus vertueuses, un petit peu plus éthiques dans la conception de sa marque. Donc on va aller voir ça tout de suite. Mais parfois, voilà, il faut pas oublier aussi que avant de savoir,
on ne sait pas. Donc tout ça pour faire un rappel à la bienveillance et surtout à la tolérance. Mais voilà, on est tous des humains imparfaits, on fait tous comme on peut, mais voilà, parfois certains choix de certaines personnes, et notamment quand elles sont aussi influentes, forcément l'impact en sera d'autant plus grand. Hein. C'est comme ça. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il faut comprendre un petit peu le devoir d'exemplarité qui repose sur nos épaules quand on a autant de personnes qui nous font confiance. Moi je trouve personnellement que ces prises de parole en tant qu'influenceuse induisent à la surconsommation, c'est en tout cas moi comme ça que je perçois la chose, et souvent, voire quasiment toujours, vers des marques qui ne font aucun effort à la fois d'un point de vue éthique et éco-responsable. Cela dit, si je la suis, c'est parce que ça a l'air d'être une nana en or, elle a l'air d'être absolument adorable et super gentille. Et très clairement, moi dans le monde que j'ai envie de construire, j'ai envie que les marques fassent attention à ce qu'elles font, j'ai envie qu'on fasse attention à tous les humains qui auront travaillé à un moment donné dans la fabrication du vêtement, j'ai envie que personne ne souffre, absolument personne, mais j'ai aussi envie, pour construire ce monde-là, de personnes gentilles. Je pense que c'est la base. Et ça, c'est toute la beauté et l'imperfection de l'être humain. Je pense qu'on peut être une personne gentille et en même temps ne pas avoir fait forcément le pas de côté que moi, Céline, je juge nécessaire vis-à-vis de la surconsommation, de l'influence, de son rôle en tant qu'influenceuse de veiller à essayer de ne pas induire des comportements de surconsommation. C'est ça qui est beau avec l'être humain, c'est qu'on peut être tout ça à la fois. Je vais commencer comme d'habitude par aller analyser la gouvernance de la marque, donc qu'est-ce qui appartient à qui? Pour ça, comme d'habitude, je me rends dans les conditions générales de vente pour connaître le nom de l'entreprise qui va porter la marque Galéa, parce que vous savez que ça peut être deux noms différents. La société, elle s'appelle G-House. Alors, G-House, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le capital social, c'est 1 000 €. C'est un tout petit capital social pour démarrer une marque. Ça veut dire qu'on y va à tâtons et c'est pas plus mal. Et bien sûr, il y a d'autres façons d'obtenir du cash, de la trésorerie pour une entreprise. C'est pas uniquement dans le capital social, on peut par exemple faire un emprunt à la banque, mais en général voilà, le capital social qu'on met dedans, ça permet de mesurer un petit peu dès le départ quelle ambition et quelle énergie on va accorder à la marque aujourd'hui, parce qu'après elle pourra toujours augmenter le capital plus tard. Et on voit aussi que c'est une marque qui appartient à 100% à Camille Callen, qui en est d'ailleurs la présidente avec Noolita qui est son entreprise qui la représente, entreprise qu'elle détient aussi à 100%. Voilà, et c'est repris dans cette cartographie-là. On voit bien que Camille Callen, elle détient Noolita, qui gère en quelque sorte la société G-House qui porte la marque Galéa. Donc c'est vraiment Noolita qui détient toutes les parts, donc c'est-à-dire à nouveau, moi je trouve que ça montre un réel engagement, c'est pas une marque comme ça qui se monte un petit peu en parallèle de ses activités, qui est par exemple managée par une agence, etc. Non, elle a vraiment les deux pieds dedans et c'est vraiment elle qui porte le projet, même si bien sûr elle peut s'entourer de personnes pour l'aider, pour tout un tas de choses, mais c'est vraiment elle qui tient les rênes. Allons voir maintenant le compte Instagram, et moi il y a quelque chose qui attire tout de suite mon attention, c'est que dans les stories à la une, il y en a qui s'appellent Valeur avec un S, et ça c'est encourageant. Transparence, point très important, hein, vous le savez, si vous êtes des habitués des vidéos décryptage, c'est presque le plus important de tout. C'est pas d'être parfait, mais c'est d'être transparent et vrai, d'être honnête. La transparence étant l'un des piliers de la marque, nous vous donnons l'accès à la traçabilité de chacun de nos articles. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis vraiment contente d'avoir choisi cette marque-là. Vous voyez, j'hésitais, je savais pas trop quelle marque analyser ce matin. Et puis là, ouais, je sais pas, j'ai vraiment envie d'être agréablement surprise parce que ce serait un signal super fort en fait. Si Noolita, qui a été un petit peu moquée dans ce reportage-là, aujourd'hui crée une marque qui tente en tout cas de faire des efforts et d'aller dans la bonne direction, moi ça va refaire ma journée, ça va refaire même ma semaine, parce que à nouveau c'est un signal super fort, parce que les gens qui la suivent, ils la suivent évidemment pour tout ce qu'elle a pu partager ces dernières années, qui n'était pas du tout relié à une mode plus consciente et raisonnable. Le fait qu'ils puissent être en relation juste avec cette idée, avec ces enjeux, enfin vous voyez par exemple le fait qu'elle mette à l'honneur la transparence, et que ce soit un pilier de la marque, ça veut dire que quelque part, une marque qui n'est pas transparente, il
y a quelque chose à reprocher là derrière. C'est un petit peu ce que ça envoie comme message. Donc écoutez, on attend d'être agréablement surpris. Moi j'y crois. Il y a aussi une story à la une qui s'appelle Partenaire. Donc on voit l'atelier au Portugal, la production des sabots. Donc qui montre un petit peu des images de la production des chaussures. Est-ce qu'il y a du son? Il y a même du son. C'est trop impressionnant franchement, mais moi je pourrais passer ma vie à faire des visites d'usine, en fait, à regarder le savoir-faire de ces gens. Enfin, c'est tellement fou. Enfin, mais vous voyez, là, ils sont en train de fabriquer des sabots. C'est fou. Et ça, à nouveau, je trouve ça super. Je crois même que c'est la première fois depuis qu'on fait des décryptages de marques qui appartiennent à des personnalités publiques qu'on voit des images d'ateliers. Je me demande si c'est pas la première fois. Ça, c'est des images de l'entrepôt logistique pour rencontrer les équipes en charge de la gestion de notre marchandise. Ça aussi, c'est très important. On en parle assez peu de manière globale et même dans mes vidéos décryptage de cette étape de la logistique, donc de l'entrepôt. Donc une fois en fait que tous vos vêtements sont fabriqués, ils terminent dans un entrepôt, ce qu'on appelle un espace logistique, chez un logisticien qui va lui s'occuper, ça sera son métier, d'envoyer les colis aux personnes qui font les commandes. Dans les entrepôts, dans ces espaces logistiques, il y a aussi énormément de droits humains qui sont bafoués. On en parle de plus en plus justement avec l'avènement de Shein, de Temu, même d'Amazon, qui sont des entreprises qui envoient des dizaines de millions de colis chaque jour. Et il y a de nombreuses enquêtes qui montrent les conditions de travail absolument catastrophiques dans ces entrepôts. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circule sur Instagram, je vous la mettrai là, une vidéo qui est vraiment impressionnante où on voit la vitesse de ces personnes. C'est des métiers qui sont très physiques, très difficiles et qui, voilà, quand ils sont pas suffisamment bien encadrés par la loi et même au-delà de ça, voilà, quand leurs employeurs défient un petit peu la loi, ne la respectent pas en tout cas, ça donne des conditions de travail absolument cata. Donc voilà, le fait de se rendre et d'aller voir à quoi ressemble l'entrepôt logistique, c'est chouette aussi, et de mettre l'accent dessus, encore une fois. Donc là, à nouveau, on se trouve dans un atelier de production de chaussures au Portugal. Et donc on voit les différentes étapes de fabrication de leur Santiago. Atelier de production des talons. Ça c'est génial, non mais regardez ça. C'est fou, tous ces talons qui existent. Mais en fait, on se rend pas compte, mais derrière un vêtement, derrière un accessoire, derrière n'importe quoi qu'on achète, il y a tellement de travail, de savoir-faire, d'ingénierie aussi, et même d'artisanat, de travail à la main, c'est fou, c'est fou. Et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on remette de la valeur dans tout ce qu'on achète, et notamment dans nos vêtements, que la fast fashion en fait a eu tendance à nous faire oublier tout ça. Parce que les vêtements aujourd'hui, ça coûte tellement peu cher que on a tendance à pouvoir les acheter, à les porter qu'une fois, et sans que ça puisse poser problème, voire les laver une fois et pof, le truc est jetable, mais bon, c'est pas très grave puisque ça coûtait pas si cher. Ça va faire 20-30 ans que la fast fashion a explosé partout dans le monde et que on est complètement, on nous a un peu retourné le cerveau. Et donc c'est vrai que remettre des images d'ateliers comme ça, remontrer qu'il y a des gens qui passent du temps sur ce qu'on achète et que ça nous permette aussi de comprendre pourquoi les prix bas, ce n'est pas normal, pourquoi il y a des prix qui sont inacceptables, parce que ça sous-entend qu'il se passe des choses inacceptables forcément pour arriver à ces prix-là, quoi. Et je suppose, je sais pas du tout à quoi ressemblent les prix chez Galia, mais je suppose que c'est des prix qui vont être en conséquence nécessairement à partir du moment où on passe par un petit atelier de production de chaussures au Portugal, parce que non seulement le Portugal pour la maroquinerie c'est local, mais il y a aussi un véritable savoir-faire qui n'est jamais parti. Le nord du Portugal notamment, c'est vraiment un foyer de savoir-faire et notamment sur la maroquinerie. Donc nécessairement ce savoir-faire, ce temps passé, ça se répercute sur le prix, et c'est normal. Si on veut que tout le monde soit correctement rémunéré, que tout le monde puisse manger à sa faim, et même plus que de manger à sa faim, juste avoir une forme de sérénité dans la vie, il faut accepter de payer un petit peu plus cher pour ça. Bon, en tout cas, je suis vraiment contente de voir ça. Je suis vraiment hyper contente. Ok, allons voir maintenant le site de la marque pour voir un petit peu tout ce qui s'y dit, et puis jeter un œil évidemment aux fiches produits pour voir qu'est-ce qui se concrétise en fait. La transparence étant l'un des piliers de la marque, nous vous donnons l'accès à la traçabilité de
de chacun de nos articles. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir aussi comment ça se traduit. Qu'est-ce que c'est ce fameux accès à la traçabilité? Nous faisons au mieux pour produire localement, notamment en sourçant avec soin tous nos tissus. Là, à nouveau, je suis vraiment très agréablement surprise qu'on parle de ça, puisque bien souvent, les marques, elles vont s'arrêter à parler de la dernière étape, c'est-à-dire de l'étape de la confection. Donc, où est-ce que se fait l'assemblage, où est-ce que se fait la couture, la confection du vêtement. Mais on oublie bien souvent de parler de tout ce qui se passe avant. Et l'étape du tissu, forcément, c'est une grosse étape. Donc voilà, donc là, il nous mentionne en tout cas qu'il y a une vraie attention qui est faite sur le sourcing de nos tissus. Après, on peut toujours écrire, dire des choses en l'air sans que ça se matérialise forcément, sans que nous, on puisse en avoir la preuve. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal, je trouve, de le dire, de le verbaliser. Qui sont pour le plus grand nombre certifiés Ecotex. Ecotex, ça doit être Ecotex Standard 100 probablement, parce qu'il y a évidemment plusieurs labels chez Ecotex, mais le Ecotex Standard 100, il vient labelliser que le vêtement ou l'accessoire que vous achetez, il n'est pas toxique pour votre santé. Ça paraît être une base, mais écoutez, nous, Homo sapiens, avons besoin d'un label pour préciser que les vêtements ne sont pas toxiques parce que la grande majorité des vêtements que l'on retrouve en fast fashion ne pourraient pas être labellisés comme ça. Voilà. Il y a un petit laïus aussi, valeur de production, où elle précise qu'il veille à sélectionner les matières premières dans le pays de production. Ça, c'est hyper intéressant aussi, puisque vous savez que, par exemple, pour fabriquer un jean en Chine, on peut faire venir les boutons du Japon, les boutons d'ailleurs qui ont été fabriqués à partir de nickel qui viennent du Ghana, avec du coton qui vient du Bangladesh et du Brésil. Enfin, pour arriver à un seul et même vêtement, bien souvent, il y a eu beaucoup de kilomètres. Et on dit même d'ailleurs en général qu'un jean parcourt 65 000 kilomètres avant de se retrouver en vente dans votre magasin, quoi. Donc c'est vrai que c'est chouette de veiller à ce que tout se passe plus ou moins au même endroit, évidemment. Nos articles de décoration sont conçus au Maroc, dans l'atelier de notre artisan, et les maillots de bain à l'île Maurice. Ah oui, ça c'est loin par contre, l'île Maurice. Alors qu'on fait de super maillots de bain au Portugal et même au Maghreb. Il y a pas mal de petits ateliers pour travailler avec quelques marques éthiques et responsables qui font de la lingerie et des maillots de bain. Il y a quand même de chouettes petits ateliers familiaux au Portugal et dans le Maghreb. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher un savoir-faire qu'on n'a pas très loin, quoi, parce que l'île Maurice, c'est quand même assez loin. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va aller voir prêt-à-porter, on va aller voir un petit peu les fiches produits, voir comment tout ça se concrétise. On va prendre le premier, le blazer par exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Donc il a été produit dans leur atelier en Turquie. Donc ça, attention aussi avec cette façon de formuler la chose, ce n'est pas leur atelier, disons simplement un fournisseur qui est en Turquie, mais ce fournisseur, il travaille pour beaucoup d'autres marques. Ça, c'est pas leur atelier. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé par les marques parce que évidemment ça fait plus standing, plus haut de gamme en fait de parler de notre atelier au lieu de dire notre usine partenaire, je suppose, mais pour autant c'est cette réalité-là que ça traduit. Et on est sur du 100% coton. Alors je sais pas s'il a une doublure ce blazer, peut-être pas. Peut-être qu'on est vraiment sur du 100% coton. Parce que vous savez, il arrive parfois que les blazers, il y ait une doublure à l'intérieur qui souvent va être d'une matière un peu satinée, donc ça peut être de la viscose ou une matière synthétique comme du polyester par exemple, mais là c'est pas précisé. C'est ce qui rend aussi d'ailleurs le fait que ce genre de pièces complexes comme les blazers, qui vont avoir une matière extérieure différente de la matière intérieure qui est la doublure, c'est ce qui va les rendre difficiles à recycler d'ailleurs. Donc là, si on est sur du 100% coton, ça veut dire qu'on est sur un produit qui sera facilement recyclé. On n'est pas sur du coton bio, on ne sait pas si l'atelier en Turquie a eu un audit, on ne sait pas non plus si Noolita s'y est rendu, parce qu'on n'a pas vu sur Instagram de vidéo sur ce fameux atelier en Turquie. Ça pourrait être intéressant par exemple de nous donner s'il répond à des normes ISO par exemple, voire même si ces pratiques sont labellisées, parce que bien souvent les fournisseurs peuvent revendiquer des labels comme ça. Moi en tout cas qui suis une consommatrice exigeante, plus exigeante que la moyenne je pense, plus chiante on pourrait dire, moi c'est ce qui me manquerait. Ensuite le Comfy Corset.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Lui, il est fabriqué au Portugal et il a 95% coton, 5% élastane. On pouvait s'en douter de l'élastane parce que on le voit, c'est un haut qui est vraiment près du corps, qui vient épouser un peu les formes du corps. Donc pas étonnant qu'il y ait de l'élastane dans ce genre de coupe. On n'est toujours pas sur du coton bio. À nouveau, ça va pas correspondre forcément au positionnement que Galéa a envie d'avoir, puisque j'ai l'impression que le curseur, elles le mettent vraiment sur tout ce qui est artisanat, éthique quelque part, hein, bon choix des fournisseurs, etc. Ce qui est pour moi la base de tout. Pour moi, il faut commencer par travailler avec des gens qui sont correctement rémunérés et qui sont pas malheureux d'aller travailler. Pour moi, c'est vraiment la base, il faut commencer par ça. Il faut pas faire le chemin inverse, comme l'ont fait par exemple les Zara John Life ou les H&M Conscious, en continuant à faire fabriquer dans les mêmes ateliers kata d'habitude, mais en faisant fabriquer avec du coton supposément bio. Vous voyez? Non, moi je suis davantage du côté de Galéa, à commencer par bien choisir ses fournisseurs, et ensuite de mieux choisir les matières qu'on utilise, etc. Mais c'est vrai que le coton, on en a parlé dans tellement de vidéos de décryptage qu'à chaque fois je me dis mais ils le savent déjà, mais je veux bien vous refaire un petit topo rapide. Il y a différents enjeux qui viennent concerner le coton. La première, c'est la culture. Est-ce que y a des gens qui ont été victimes d'esclavage moderne dans les champs de coton? Parce qu'il y a de nombreuses enquêtes qui le montrent, que dans beaucoup d'endroits du monde, ça se passe comme ça. Deuxièmement, est-ce que le coton a été aspergé de pesticides pour pousser? Il y a un chiffre que je vous donne souvent parce que je le trouve vraiment effrayant, c'est que les champs de coton, ça représente 2,5% des terres agricoles de la planète, et pour autant, ça représente 25% des pesticides utilisés. La culture du coton, c'est une culture qui n'est pas du tout propre et qui finit par ratiboiser le sol, parce qu'un sol qui a été beaucoup traité et qui a subi beaucoup de monocultures comme celle du coton, c'est un sol qui est extrêmement pauvre et sur lequel on ne peut plus rien faire pousser. Donc en plus de ça, on perd de la terre agricole. Il y a aussi le problème du coton OGM, un réel problème qui prend à la gorge des milliers d'agriculteurs, c'est notamment en Inde, mais bon, un petit peu partout sur la planète. Et enfin, le problème de l'eau, puisque le coton est une culture qui s'arrose énormément et qui vide les nappes phréatiques, les sources d'eau. Moi, à chaque fois, je vous donne l'exemple de la mer d'Aral, parce que c'est vraiment impressionnant. On voit même les cadavres de bateaux qu'il y a là où il y avait avant de l'eau. Cette mer d'Aral qui a été complètement vidée pour la culture du coton. Enfin bon, le coton, ça reste évidemment une matière qui est naturelle, mais c'est une matière qui est finalement assez peu écologique. C'est pour ça que quand on fait le choix du coton, il vaut vraiment mieux faire le choix d'un coton qui a été labellisé bio ou à minima fair trade, pour qu'on puisse au moins s'assurer que toutes ces dérives, c'est pas de notre côté. Voilà pour le petit topo sur le coton. Au suivant, le casual pant. Alors, lui, il est fabriqué en Turquie, ok, et c'est du 100% polyester. Donc là, bon, je suis un peu moins contente de retrouver ça là. C'est une matière qui est 100% synthétique, ça veut dire qu'elle est fabriquée à partir d'hydrocarbures. Or, le pétrole, on va venir en manquer d'ici les 10-20 prochaines années, et ce serait mieux de l'utiliser pour des choses qui servent. Mais c'est aussi que ce genre de matière synthétique, ça commence à se savoir, mais à chaque lavage, elles vont libérer, comme tous les vêtements d'ailleurs, même vos vêtements en coton vont libérer des microparticules. Sauf que quand c'est du polyester et que ça a été fabriqué à partir d'hydrocarbures, ça relâche des microparticules de plastique, parce que ça ne reste rien d'autre en fait que du plastique. Et on considère aujourd'hui que 35% de la pollution plastique des océans vient du lavage de nos vêtements. C'est dire. Donc du lavage de nos vêtements synthétiques, parce que votre t-shirt en coton, quand vous le lavez, il va relâcher du coton. C'est quand même mieux. Ça, plus le fait que aujourd'hui, on n'est pas capable de teindre, donc d'appliquer une teinture sur un tissu synthétique qui ne soit pas toxique. Aujourd'hui, en fait, la façon pour imprimer de la couleur sur un tissu synthétique, il faut nécessairement utiliser des produits qui vont être hautement toxiques. Donc si ça ne se fait pas dans des conditions très bien encadrées, comme ça pourrait se faire en Europe par exemple, c'est plutôt craignos. Et là par exemple, c'est vrai qu'on ne sait pas d'où il vient, où il a été fabriqué ce polyester, ni où il a été teint d'ailleurs. Pour moi, il faudrait vraiment essayer de bannir ça, ou à minima d'utiliser du polyester qui va être
être certifié GRS, ça veut dire qu'il va être recyclé. Et à nouveau c'est dommage parce que voilà, leur pilier c'est la transparence, mais moi je trouve que quand on annonce que le pilier c'est la transparence, il faut vraiment être beaucoup plus transparent, c'est-à-dire vraiment détailler la chaîne de production, où est-ce que tout se passe. Donc là en l'occurrence, la fabrication de la fibre polyester, du tissu, la teinture, puis enfin la confection, et à nouveau peut-être nous donner des informations sur ce fameux atelier, parce que c'est vrai qu'on sait pas, on sait que c'est en Turquie, mais on n'a pas d'informations pour savoir si, ce qu'il en est des conditions de travail dedans. Bon, ce top-là, rien qu'à le voir, on peut être à peu près sûr que c'est du synthétique. 90% polyamide, 10% élastane. Bon, de toute façon, c'était sûr, hein. Ce genre de matière, c'est forcément du synthétique. Mais à nouveau, ça pourrait être du synthétique recyclé, ça existe, hein. Et fabriqué en Turquie. Second Skin Skirt. Alors, qu'est-ce que on va trouver? Donc ça, c'est fabriqué dans leur atelier à Paris. Donc là, à nouveau, on est sur du Made in France. C'est dommage que ce soit peut-être pas davantage mis en avant. Et il faudrait savoir dans quelles conditions c'est fabriqué à Paris. Par qui? Peut-être nous faire une petite visite, parce qu'il me semble pas qu'il y ait les images sur Instagram d'une visite de l'atelier. C'est un phénomène qui est largement observé. Il y a de très 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 mauvaises conditions de travail, notamment à Paris, en France, mais notamment à Paris, de personnes qui n'ont pas de papier, donc qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits, qui travaillent dans des conditions catastrophiques, qui font de gros horaires, qui sont très peu payés, et à nouveau, qui peuvent pas faire valoir leurs droits. Ça existe, je ne dis absolument pas que c'est le cas dans ce cas-là, mais c'est vrai que quand une marque vous dit « Made in France », fabriqué à Paris, etc., il faut quand même se méfier, il faut en fait être en attente de, justement, davantage de transparence, et donc de davantage d'informations qui peuvent nous permettre d'appuyer nos choix. Donc là c'est vrai que c'est dommage parce qu'on est quand même sur une pièce qui est fabriquée en France, ce qui n'est clairement pas anodin aujourd'hui, hein, quand on regarde un petit peu tout ce qui se fait, et notamment par les influenceurs, ça va pas être le cas. Donc moi je trouve ça génial, c'est dommage que ce soit pas mieux mis en valeur. En revanche, on est sur 96% viscose de bambou, 4% élastane. La viscose de bambou, vraiment, j'en parlais davantage dans la vidéo sur les lunes que vous retrouvez dans la barre d'infos, si vous voulez aller vous renseigner plus précisément sur cette matière, parce que les lunes, c'est une matière qu'ils utilisent beaucoup. Mais clairement, la viscose conventionnelle, de manière générale, qui n'est pas labellisée, qui n'est pas encadrée, c'est une matière à fuir. Et la viscose de bambou, ce n'est rien d'autre que de la viscose, mais au moins elles ont l'honnêteté de dire que c'est de la viscose de bambou, parce que bien souvent vous trouvez juste bambou, donc 96% bambou. Non, ça ne veut rien dire. Et au niveau des maillots de bain, si on va voir, donc ça je suppose que c'est les maillots de bain qui sont fabriqués à l'île Maurice, c'est ça. Donc au niveau de la matière, on est sur du 80% polyamide, 20% élastane. Bon, au niveau de la matière, à nouveau, peut mieux faire, hein, surtout que les maillots de bain c'est un petit peu le comble, c'est-à-dire que c'est des vêtements en matière synthétique qui sont faits pour être dans l'eau. Donc les fibres synthétiques n'attendent que ça pour nager gaiement dans l'océan finalement. C'est pour ça que quand vous choisissez un maillot de bain, il faut vraiment choisir une bonne qualité de synthétique, parce que franchement, je sais pas si ça existe des maillots de bain en matière naturelle comme ça, parce qu'en fait, il faut nécessairement une matière qui puisse aller dans l'eau, qui sèche vite. Enfin, forcément, en fait, c'est des vêtements qui sont un peu techniques. Donc, quelque part, bien souvent, on fait appel aux matières synthétiques pour ça. Mais quand on dit que les matières synthétiques, elles se désagrègent en microparticules de plastique, il faut évidemment mettre de la nuance dans tout ça. Et il existe en fait différentes qualités de synthétique. Dans la vidéo que j'ai faite sur Shein, on voit quelqu'un en train de frotter son maillot de bain du coup en polyester, et rien que le fait de le frotter, vous voyez les microparticules de plastique qui volent dans les airs. C'est vraiment effrayant. Donc ça c'est vraiment le bas de gamme du bas de gamme du bas de gamme du synthétique, mais il existe évidemment des synthétiques de bien meilleure qualité. Vous pouvez les frotter entre eux, ça va pas comme ça découper la fibre qui va s'envoler comme ça. Donc le mieux qu'on ait à faire, c'est de choisir des marques qui vont privilégier la qualité, et si possible qui vont choisir des matières issues du recyclage. Je pense par exemple à l'Econil, c'est du nylon qui est fabriqué à partir de nylon qui a été en grande majorité repêché en mer, donc en plus de ça, ça vient soutenir
toute une filière de ramassage de déchets dans l'eau, c'est quand même pas mal ça. Et puis ça a le mérite de pas venir piocher à nouveau dans une ressource fossile qu'est le pétrole pour fabriquer la matière synthétique. Donc voilà, tout ce que ça peut soulever, le fait de chercher un maillot de bain, c'est vraiment pas évident comme solution parce que bien souvent ça va aller chercher de la matière synthétique, mais à nous, à nouveau, de savoir où on veut mettre le curseur. Et encore une fois, ce choix de fabriquer à l'île Maurice, je sais pas pourquoi elles ont eu comme ça le besoin de partir faire fabriquer si loin. Enfin, si, je me doute de pourquoi, c'est certainement pour baisser les prix. Puisque là, vous voyez, elle arrive par exemple à vendre ce bikini 26 € en solde. C'est peut-être pas quelque chose qu'elle aurait pu faire si elle avait fait une fabrication au Portugal ou une fabrication au Maghreb, je sais pas. Attendez, c'était sur quoi que j'étais là? Parce que regardez ce que j'ai vu. C'était où? Là, on est sur du polyamide recyclé. C'est en tout cas ce qui est écrit. On n'a pas le label GRS qui vient nous le prouver. Et si je clique sur le une pièce, par exemple, pareil, polyamide recyclé. Ok. C'est déjà pas mal ça. Au niveau des chaussures, là on le sait, c'est fabriqué au nord du Portugal. C'est aussi pour ça, vous le voyez tout de suite, clairement on n'est pas sur des prix de fast fashion, on est sur les prix d'une marque qui se positionne justement en faveur du savoir-faire et de la fabrication locale. Là où c'est intéressant, c'est qu'on nous précise que pour chaque paire, il y a 10 artisans passionnés qui travaillent dessus, un coupeur, 4 dames à piquer, 3 personnes qui s'occupent du montage et 2 définitions. Ça c'est vraiment chouette, je trouve, de rajouter ce genre de petits détails parce que à nouveau ça remet les personnes qui fabriquent au cœur du sujet. En fait, on se rappelle de pourquoi c'est des bottes qui valent plus de 300 €. C'est parce que il y a le travail de ces artisans derrière. Moi, ce qui va me manquer, ça va plus être l'origine du cuir. Ce cuir, il pourrait aussi être labellisé, par exemple, pour me donner des garanties sur la façon dont il a été tanné, sur les conditions de travail des gens qui ont participé au tannage. Je pourrais aussi avoir besoin d'informations sur là où ça s'est passé, tout ça. Là, c'est vrai que c'est ce qui me manquerait. Pour le coup. Bon, je pense que ça me suffit pour avoir un avis à peu près global sur la marque Galea. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment très agréablement surprise. Je ne m'attendais à rien, mais pas à être autant agréablement surprise. Donc ça fait du bien. Qu'est-ce que je relève comme point positif? Avant tout que j'ai l'impression qu'il y a réellement des engagements et des valeurs qui sont mises sur le devant de la scène. C'est pas quelque chose qu'on essaye de planquer un petit peu comme avec la marque de Sissi Mua, TSE Athletics, qui parlait finalement assez peu des chaînes de production, des tissus utilisés, etc., qui essayaient de planquer ça un petit peu au placard en priant pour qu'on n'y pense pas. Là, au contraire, j'ai réellement l'impression que y a des valeurs qui sont mises sur le devant de la scène, donc des choses à montrer et regardez nous les efforts qu'on fait. C'est peut-être pas parfait, mais regardez en tout cas ce qu'on aime, ce vers quoi on tend. Pour moi, évidemment, il manque des preuves, il manque des choses qui me permettent d'asseoir le discours, de pouvoir en fait finalement leur faire confiance. Donc par exemple, me montrer certaines certifications que pourraient avoir leurs fournisseurs, certaines normes auxquelles ils répondent. Mais à nouveau, je trouve que le message est super fort. Là, j'ai commencé cette vidéo en parlant de ce fameux reportage où Camille était un petit peu pointée du doigt à regarder cette influenceuse qui prône la surconsommation. Et là, en fait, avec cette marque-là, au contraire, elle part sur des petites collections, avec des fabrications qui sont souvent locales, même si je sais pas trop pourquoi, ils sont partis à l'île Maurice pour les maillots de bain. Et avec, à nouveau, la personne qui travaille, l'artisan, la personne qui va à un moment donné passer du temps sur le vêtement, le remettre au centre de tout ça. Ce dont, finalement, je pense qu'elle n'avait pas conscience, justement, au moment de ce fameux reportage, quand elle disait c'est génial tous ces vêtements à bas prix. Je pense qu'il n'y avait pas la connexion qui se faisait entre ce bas prix et potentiellement toutes les personnes qui souffraient de ça à un moment donné. Mais parce que j'insiste, avant de savoir, on ne sait pas, et le cerveau a tout un tas de biais cognitifs aux petits oignons pour ne pas nous permettre en fait de faire des ponts entre certaines idées. Ce qui va me manquer ensuite, mais ça peut être une porte ouverte vers de l'amélioration, ça va être des réflexions plus sur le choix des matériaux, donc par exemple essayer de choisir des matières qui vont être certifiées, comme pour le coton par exemple, peut-être choisir davantage de coton bio, essayer de limiter l'usage de matières synthétiques, ou alors les choisir recyclées, comme ça a été le cas avec les maillots de bain, mais dans ce cas-là peut-être montrer le label GRS qui va prouver
qu'on est bien sur des matériaux qui ont été recyclés. Peut-être enfin mettre davantage de transparence dans le discours puisque c'est montré comme un pilier de la marque, cette transparence, développer davantage toutes les étapes de production, être fier en fait des choix qu'on fait, même si c'est pas parfait aujourd'hui, être fier de les montrer parce que pour l'instant c'est le mieux qu'on puisse faire. Donc je suis vraiment plutôt satisfaite. Bien entendu, c'est pas parfait, il y a beaucoup de travail à faire, mais qui dit qu'elles sont pas en train de déjà le réaliser, ce travail-là. Et moi j'aime beaucoup cet accent qui est mis sur montrer les images des ateliers, montrer les gens qui font. C'est tellement pas usuel, c'est tellement pas quelque chose qu'on a l'habitude d'observer dans ce genre de marque portée par des célébrités, alors que c'est pour moi essentiel, c'est vraiment c'est la base de tout. Et le fait à nouveau que ce soit porté par Noolita qui a si longtemps porté cette cape de la fast fashion, de la surconsommation, je trouve que c'est un message tellement fort vraiment, mais je suis refaite en fait, c'est trop bien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, hâte de vous lire dans les commentaires, hâte de lire vos avis, si pareil, si vous avez déjà acheté quelque chose, d'ailleurs chez Gallia, que vous avez pu porter les vêtements, porter les chaussures, éprouver un petit peu leur qualité, leur durabilité. Je serais vraiment hyper heureuse de vous lire à ce sujet. J'espère aussi que ça vous diffusera un petit peu d'espoir parce qu'on a toujours tendance, vous savez, à montrer telle marque a fait ci, telle marque a fait ça. Machin est responsable de déforestation, ces gens-là travaillent pour je ne sais quelle marque de luxe et ils sont exploités, etc. On a souvent tendance à parler de ça parce que c'est rageant et qu'on veut que ça se sache. Mais c'est vrai que quand il y a des belles images comme ça, des beaux messages, c'est vraiment un beau message qui est envoyé au monde, je trouve, ça donne un petit peu d'espoir. À nouveau, c'est pas la perfection qu'on cherche, mais c'est la bonne volonté et la conscience aussi de sa responsabilité en tant qu'individu et d'autant plus quand on est une personne connue. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des petits trucs. Si vous êtes arrivé là et que vous n'êtes pas encore abonné, mais qu'attendez-vous pour le faire? On vient de passer je ne sais combien, plus de 35 minutes ensemble. Si vous êtes arrivé jusque là, vous pouvez laisser un emoji Santiago, ça ira parfaitement avec Gallia. Est-ce qu'il y a un emoji Santiago d'ailleurs? Je ne sais pas. Écoutez, si vous voulez mettre un talon haut, vous pouvez aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.